Bonjour Henri, Bonjour. tu es le délégué général du SIGREF. J'aimerais bien en savoir un petit peu plus sur les nouvelles orientations de cette organisation suite à sa récente assemblée générale, mais peut-être auparavant tu pourrais nous dire en quelques mots ce que c'est que le SIGREF. Alors le SIGREF est une association de loi de 1901, créée en 1970, donc elle a 52 ans maintenant, dont les membres sont les grandes entreprises françaises, les grandes administrations publiques françaises, en tant qu'utilisatrices de solutions et de services numériques. Aujourd'hui, le SIGREF a 155 membres et le SIGREF accompagne ses adhérents dans toutes leurs réflexions collectives sur leurs enjeux de transformation numérique communs. D'accord. Alors donc, comme je disais tout à l'heure, vous avez tenu récemment, le 12 octobre, la convention annuelle. Notre assemblée générale annuelle qui se répartit en deux temps. D'abord, l'assemblée générale statutaire interne, où l'ensemble de nos adhérents sont représentés. Et c'est une assemblée générale assez classique où on vote certaines résolutions classiques sur le plan financier, sur le plan statutaire. Et puis où on élit, bien entendu, les administrateurs. On renouvelle le conseil d'administration du SIGREF qui est composé de 15 membres et qui ont un mandat de 3 ans. Donc chaque année, c'est un tiers des administrateurs qui sont renouvelés. Oui, mais vous avez aussi, dans la deuxième partie, fait part de nouvelles orientations du SIGREF qui m'ont paru extrêmement intéressantes. J'aimerais bien que tu nous les rappelles et que tu nous les commentes. Alors cette assemblée générale, effectivement, se conclut par ce qu'on appelle la séquence publique de l'Assemblée générale, où le SIGREF invite, au-delà des représentants statutaires de ses membres, l'ensemble des collaborateurs qui, d'une manière ou d'une autre, interagissent au sein de nos groupes de travail, et puis plus largement des représentants de notre écosystème. Et à cette occasion, nous utilisons cette séquence publique pour développer certaines thématiques qui sont au cœur des préoccupations de nos adhérents. Pour résumer ces problématiques, ces différents sujets qui occupent l'attention de nos adhérents, eh bien, il y en a 4 ou 5 qui sont particulièrement prégnants. Le premier, c'est celui de la pénurie de compétences que l'ensemble du secteur numérique subit aujourd'hui et qui, de manière tendancielle, s'aggrave, ce qui est une très mauvaise nouvelle pour notre économie, pour l'économie de notre continent. Confronté à ce problème des compétences numériques, un problème au carré, c'est celui de l'absence d'appétence des femmes pour ces métiers du numérique, et c'est une vraie problématique qui renforce les difficultés auxquelles nous sommes confrontés. Quand 50% de la population ne s'intéresse pas à ces métiers, eh bien, naturellement, ça se traduit dans la capacité de notre économie à produire les effets dont on a besoin en matière de transformation numérique pour accompagner la croissance de l'économie, la compétitivité des entreprises, la performance des administrations publiques. Donc c'est un vrai sujet. Et par ailleurs, ça pose un problème sociétal. On ne peut se satisfaire d'un numérique au service de la société qui n'est pensé, développé, gouverné, administré, conçu uniquement par des hommes. Ça pose plein de difficultés, et notamment des biais de genre qui sont délétères dans la société contemporaine et pour résoudre les problèmes auxquels nous sommes collectivement confrontés de manière sociale, sociétale et économique. D'accord, donc première orientation, les talents et le rééquilibrage homme-femme parmi ces talents, mais il y en avait également d'autres. Il y en a au moins 3 autres qui sont particulièrement prégnants. Il y a le sujet de la sécurité numérique au sens large et face à une explosion de la cybercriminalité. D'ailleurs, cybercriminalité qui s'est, ces dernières années, industrialisée, professionnalisée, mondialisée, mais qui, par ailleurs, agit de plus en plus avec une forme de porosité délétère auprès d'agences étatiques ou para-étatiques, d'États qui ne sont pas forcément nos amis, voire qui sont des adversaires géopolitiques. Ça, c'est le premier sujet. Et donc, nous appelons à un changement de paradigme des enjeux de sécurité numérique, c'est-à-dire que nous estimons qu'aujourd'hui, il y a une transformation lourde qui doit être opérée dans l'ensemble de l'industrie du numérique au niveau mondial.
Changer de paradigme, ça veut dire qu'il faut que cette industrie, enfin, ne soit plus la seule à disposer de ce, je dirais, privilège exorbitant de n'être soumis à aucune forme de norme de sécurité obligatoire, à aucune forme de règle prudentielle obligatoire, au même titre que toutes les autres industries. Vous prenez toutes les autres industries, elles sont soumises de façon normale, pour le bien des consommateurs, pour le bien des utilisateurs, à des normes de sécurité, à des règles prudentielles. Vous prenez l'industrie des produits financiers, l'industrie des produits d'assurance, l'industrie du médicament, l'industrie agroalimentaire, l'industrie du jouet, des produits chimiques, de la moquette. On parle là de directives, de certification, de labellisation. Nous parlons... Alors, quels sont les dispositifs qui peuvent être adoptés? Il y a bien entendu des normes qui peuvent être adoptées, des normes de sécurité obligatoires, et puis des règles qui s'imposent à ce métier pour mettre sur le marché des produits et des services numériques. Et aujourd'hui, nous avons la chance, ça fait un moment déjà que le SIGREF milite pour ce changement de paradigme dans l'industrie du numérique, mais nous n'avons pas été les seuls. Nous avons été, notamment avec beaucoup de plaisir, nous avons constaté que l'OCDE, qui regroupe une trentaine d'États et qui opère pour ces États des travaux recommandant des politiques publiques, l'OCDE, en février 2021, a produit un rapport appelant justement à une réforme de la sécurité intrinsèque des produits et des services numériques sur tout leur cycle de vie. Et on a travaillé avec l'OCDE justement pour faire valoir ces principes auprès de la Commission européenne qui, en 2022, a inscrit ce sujet à sa feuille de route et qui a produit, le 15 septembre 2022, un projet de règlement européen, le Cyber Resilience Act, qui tente de faire la promotion, justement, de ce renforcement de la sécurité intrinsèque des produits et des services sur tout leur cycle de vie. D'accord. Alors donc, talent, équilibre homme-femme... La sécurité numérique. Mais j'avais entendu aussi, si je me souviens bien, des termes comme autonomie stratégique, réduction des dépendances externes. J'y viens. Avant ça, il y a un sujet, parce que c'est vraiment l'actualité. La France étant confrontée à une crise énergétique potentielle cet hiver, et ça pourrait arriver dans les jours qui viennent, avec un déficit de production électrique en France qui pourrait amener à des délestages. Et donc tous les secteurs d'activité ont été mobilisés pour réduire leur empreinte énergétique. Donc nous avons beaucoup travaillé depuis le mois de juillet, justement, sur ce sujet de la sobriété numérique. Quelles sont les dispositions que l'on peut recommander à nos adhérents et au-delà à toutes les entreprises utilisatrices ou les administrations publiques utilisatrices en termes de contraintes sur la consommation électrique de leur système d'information, et puis des mesures plus conjoncturelles face à un pic de consommation qui pourrait entraîner des effacements de distribution électrique, et pour éviter un blackout sur le réseau, eh bien, quelles sont les mesures très conjoncturelles face, vous savez, le dispositif EcoWatt, orange ou rouge? Qu'est-ce que l'on peut recommander à nos adhérents pour s'affranchir, pour effacer des consommations sur les systèmes d'information des entreprises et des administrations publiques? Donc, on a pas mal travaillé sur ça. Mais au-delà, on travaille sur une feuille de route qui, à 2 ans, devrait permettre aux directions des systèmes d'information, aux directions numériques de nos adhérents, de produire des économies d'au moins 10% sur la consommation électrique de leurs infrastructures numériques. D'accord. Voilà. Donc ça, c'est un sujet sur lequel on travaille depuis longtemps et on va continuer à travailler, notamment avec l'industrie du numérique, avec les fournisseurs de solutions et de services qui, eux-mêmes, de leur côté, disposent de beaucoup de moyens pour contraindre cette consommation électrique des produits et services numériques. Une marche qui reste vertueuse, même au-delà de la pénurie d'électricité. Absolument, non, mais de toute façon, il faut que nous produisions ces efforts, parce qu'aujourd'hui, on est plutôt dans une situation, en tous les cas, les infrastructures aujourd'hui qui sont mises en œuvre ont été conçues dans une situation d'abondance énergétique, où c'était pas le sujet. Bon. Maintenant, il faut relativiser l'efficacité de ce type de mesures. Parce que quand on regarde la réalité de l'empreinte environnementale du numérique, en premier ordre de grandeur, 70% c'est la fabrication du hardware.
de tous les équipements, que ça aille du smartphone, du PC, PC mobile, PC fixe, mais également les serveurs, tout ce qui est routeur, switch, télécommunications, les antennes, tout ce qui est le câble, la frite, toute l'industrie, c'est 70%, c'est d'abord la fabrication et la distribution. 20%, c'est le cloud, consommation électrique. Et les usages directs, in fine, une fois que les équipements sont en place dans les entreprises, le poste de travail, c'est 10%. Avec une part exorbitante sur ces 10% des usages, c'est de la vidéo, et notamment de la vidéo particulière, de loisirs. C'est Netflix, c'est YouTube, c'est le porno, tout ça, ça consomme énormément d'électricité. Hein, voilà. Donc il faut relativiser finalement la réalité de la maîtrise de cette empreinte environnementale que l'on pourra avoir si on ne joue que sur les usages. C'est pour ça qu'il faut jouer en premier ordre de grandeur sur le matériel, les équipements, le hardware, et qu'il faut imposer, et on pense que ça se fera par la régulation, on ne voit pas comment on pourra le faire autrement, imposer une multiplication par 2 de la durée de vie de ces équipements. Donc ça veut dire qu'il y a là aussi une refonte profonde de la façon dont on conçoit et dont on fabrique ces équipements. Et il faut également imposer aux éditeurs de logiciels de ne pas provoquer artificiellement de l'obsolescence sur les équipements, en raison de leur logique produit, de leur feuille de route d'évolution de leurs produits. Peut-être qu'une troisième option, c'est également de s'intéresser au recyclage des équipements dont la durée de vie va être allongée. Absolument. Nous, ce que l'on dit, on a un truc très simple, c'est qu'au-delà de la réutilisation, qui est bénéfique, mais qui ne touchera jamais plus de 20-25% des équipements, nous on dit très clairement, les équipements d'aujourd'hui, ou les équipements qui sont utilisés, doivent devenir, dans un futur qu'il convient de définir, mais doivent devenir la matière première des équipements de demain. Les équipements d'aujourd'hui, on doit avoir des équipements qui ont été conçus pour que l'ensemble de la matière qui est utilisée permette d'être recyclée, de devenir la matière première des équipements de demain, ne serait-ce que pour réduire toute l'empreinte extractive de cette industrie du numérique, qui est considérable. Très gourmande sur le plan énergétique également. Hein. Gourmande sur le plan énergétique. Alors, ça ne sera pas neutre sur le plan énergétique, de recycler. Ça coûte très cher de recycler et de réutiliser les produits. Mais au moins, ça aura une vertu, c'est d'éviter toute la partie extractive. Mais ça veut dire qu'il faut repenser complètement la façon dont on conçoit les équipements. Parce qu'aujourd'hui, les équipements d'aujourd'hui, nos smartphones, nos PC, on ne peut pas recycler la matière comme ça. Parce qu'ils n'ont pas été pensés pour ça. Bon, ça veut dire que ce sont des transformations de très long terme. Mais il faut commencer à y penser maintenant. Il faut commencer à y réfléchir. On ne peut pas être dans une vision à 5 ans. Il faut être dans une vision à 30 ans. Compléter la filière avec... Absolument. Oui. Alors, je voudrais quand même revenir à la question sur l'autonomie stratégique. Alors, la question de l'autonomie stratégique, on l'aborde de la manière suivante. Bon, d'abord, cette notion d'autonomie stratégique, elle est assez naturelle. Elle renvoie aux notions de maîtrise des dépendances, et je vais y revenir, mais également, et on connaît le sujet, et il revient en permanence sur également, de souveraineté numérique. Pour nous, la souveraineté, et je crois que c'est la définition orthodoxe qu'il faut retenir de la souveraineté, c'est un attribut des États. La souveraineté, elle appartient aux États. Elle n'appartient pas aux particuliers, elle n'appartient pas aux entreprises, c'est pas le sujet. Une entreprise, elle, son sujet, c'est de maîtriser ses dépendances. Elle maîtrise ses dépendances d'ailleurs dans plein de domaines différents. Vis-à-vis de ses actionnaires, avoir une maîtrise des dépendances de son actionnariat, c'est un sujet pour les entreprises. Une maîtrise de ses dépendances vis-à-vis de ses salariés, c'est également un sujet. Une maîtrise de ses dépendances vis-à-vis de ses clients. Il est normal de ne pas dépendre exclusivement d'un seul client unique. Si celui-ci fait défaut, on est dépendant, on s'effondre. Eh bien, également de la même manière, il faut maîtriser ses dépendances vis-à-vis de ses fournisseurs, et notamment de ses fournisseurs de services numériques. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous pensons qu'il y a 2 démarches à faire. Il y a d'abord une démarche qui appartient aux entreprises elles-mêmes, de réfléchir au sens de ces dépendances vis-à-vis de leurs fournisseurs de solutions et services numériques, mais également, c'est l'ensemble de l'économie européenne qui est confrontée dans le champ numérique à des dépendances qui deviennent exorbitantes. Et c'est donc, bien entendu, un sujet de mutualisation de la maîtrise de ces dépendances, et donc de mutualisation
donc des politiques publiques adaptées qui permettront au niveau européen de maîtriser la dépendance de l'économie européenne vis-à-vis de grands fournisseurs extra-européens. Ça, ce sont des politiques de souveraineté. Là, j'entends que la notion de dépendance est vécue par une capacité à exercer des choix, finalement. C'est ça. L'autonomie stratégique, la maîtrise de la dépendance, c'est conserver sa liberté d'appréciation, de décision, d'action. Donc du choix. Donc, de faire des choix éclairés pour agir avec le maximum de degrés de liberté. Ces dépendances technologiques nous renvoient à 3 risques principaux que nous avons identifiés. Le premier risque, c'est un risque géostratégique. Quand on dépend d'une industrie qui est entièrement contrôlée par un État, eh bien, on dépend de cet État. Que se passe-t-il si demain, l'administration américaine décide de mettre en tension une entreprise européenne, ou un secteur d'activité en Europe, ou un État européen, voire l'ensemble de l'Union européenne, en agitant le chantage de l'accès aux ressources de Microsoft, du Google Cloud, d'Amazon Web Services. Il faut savoir, ils tiennent 70% du marché européen du cloud. Voire aux données elles-mêmes de ces entreprises. Aux services, aux applications. S'il y a un chantage, et j'utilise le terme à dessein, à la coupure du robinet d'énergie numérique de ces entreprises. Qu'est-ce qui se passe ? On est à genoux. Et on ne sait pas quel sera l'état de la relation transatlantique entre l'Europe et les États-Unis à l'horizon éventuellement même du prochain mandat de la prochaine administration américaine, ou dans 2, 3... Mais ça se prépare, ça s'anticipe. Je crois qu'on a eu une bonne illustration récente sur la négociation sur le gaz. Bien sûr. Personne ne s'attendait à ce que le sujet des données vienne s'installer dans la négociation Absolument. sur le gaz. Et donc, on a un vrai sujet géostratégique. Et à l'évidence, bien entendu, les entreprises doivent y réfléchir, mais le meilleur moyen pour traiter ce risque géostratégique, c'est en le mutualisant au niveau des États européens. Le deuxième risque, c'est un risque économique. Quand vous êtes une entreprise dont les processus les plus essentiels, les processus métiers, cœur de métier, les plus essentiels sont inscrits dans le cloud d'une autre entreprise, et on le voit, il y a des frémissements. Cette entreprise peut avoir légitimement, ce fournisseur de solutions et services cloud peut avoir légitimement l'ambition de transformer son modèle économique en disant « Je ne suis plus un fournisseur de solutions et services cloud, mais je suis désormais un coproducteur de la valeur sur votre cœur de métier. » Il y a des cas qui sont arrivés, par exemple, de façon un peu différente, mais par exemple, le secteur hôtelier avec Booking.com, avec Airbnb, a été... ce risque, aujourd'hui, il est avéré avec des fournisseurs qui offrent la possibilité de développer sur leur plateforme les processus industriels, serviciels, cœur de métier d'entreprises européennes. Là encore, on a un risque de ponction exorbitant de valeur sur l'économie européenne dès lors que 70%, en premier ordre de grandeur, de ces processus métiers sont inscrits sur les plateformes des 3 fournisseurs hégémoniques en Europe. Enfin, le troisième risque, c'est un risque qui est d'ores et déjà avéré, c'est un risque de nature juridique. Vos données, dès lors qu'elles sont sur des plateformes américaines ou demain chinoises, se retrouvent dans une situation, sous la législation de ces États, dès lors qu'elles sont sur les plateformes américaines ou chinoises. C'est-à-dire, et d'ailleurs, l'arrêt du 16 juillet 2020 de la Cour de justice de l'Union européenne ayant invalidé le Privacy Shield dans le cadre de l'affaire dite Schrems 2, quand on regarde cet arrêt, il faut le lire, cet arrêt, il est très éclairant. Ce n'est pas le Cloud Act qui est mentionné comme risque, c'est la section 702 du Foreign Intelligence and Surveillance Act,
je vais y revenir, et l'Executive Order 12333, qui sont 2 textes qui permettent aux agences de renseignement américaines de faire de la collecte massive, a priori sans mandat, des données des personnes étrangères, personnes physiques ou morales du reste, sur leurs données, qu'elles soient personnelles ou non personnelles, dès lors qu'elles sont hébergées aux États-Unis ou hors des États-Unis, sur des serveurs qui relèvent de la législation américaine. Ce qui veut dire un droit de lecture international. Un droit de lecture Des international. données détenues par la tech américaine. Absolument. Et il ne faut pas s'y tromper. Vous savez, il y a 3 étapes pour les données. Il y a les données en transit. Ces données, on peut les chiffrer. Et là, si vous détenez les clés, elles ne sont pas lisibles. Vous avez les données stockées. Et là, ces données, si vous les avez chiffrées et que vous détenez les clés, elles ne sont pas lisibles. Mais quand vous êtes dans un service en SaaS, en Software as a Service, ces données, à un moment, elles doivent être calculées. Et une donnée, pour être calculée, elle doit être en clair. Et nul ne peut se prévaloir d'une connaissance sur la capacité qu'ont les agences de renseignement américaines à imposer de manière légale et secrète aux big tech américaines des dispositifs permettant d'aller lire les données qui sont en calcul. On a l'impression d'ailleurs que cet arsenal n'est pas prêt d'arrêter de se renforcer, puisque on a, il y a 2 ans, eu un projet sur le Lawful Access to Encrypted Data, donc qui dit qu'on aurait accès même aux données encryptées. Donc on voit bien qu'il y a une tendance à vouloir maîtriser cette donnée à l'échelle internationale. Le problème, c'est qu'on refuse de voir réellement ce problème, et il est avéré, et du reste, c'est la même chose dans tous les autres États. Dès lors qu'ils ont une capacité à lire, à accéder à des informations ou des données de concurrents, eh bien, une agence de renseignement, assez naturellement, elle fait du renseignement d'intérêt économique. Et les États-Unis, aujourd'hui, disposent, et c'est assez légitime, c'est pas anormal. Tous les États ont fait ça, et aujourd'hui, seuls les États sont des sujets de droit international. Donc les États n'ont pas d'amis, ils ont que des intérêts, et donc leur intérêt, eh bien, c'est de faire du renseignement d'intérêt économique au profit de leur propre économie. Et les États-Unis n'ont jamais eu dans l'histoire de tels moyens à leur disposition pour travailler au profit de leur propre économie. Alors, justement, ça me donne envie de te poser une question, au fond, un petit peu, pas simplement au délégué général du SIGREF, à l'ancien DSI que tu as été, et puis à travers toi, à tous les DSI que tu côtoies tous les jours. Quand on t'entend parler de ces risques, on se dit, je serais DSI aujourd'hui, je me dépêcherais de sortir mes systèmes des clouds américains, je me dépêcherais de ne plus utiliser les outils américains, et pourtant on sait que c'est pas vrai. Alors, toi, très pratiquement et sans langue de bois, pourquoi c'est pas vrai? Pourquoi finalement on continue à prendre plutôt US que européen, même si les Européens se débrouillent bien? D'abord, nous sommes qu'au début de l'histoire de la transition vers le cloud. Dans les entreprises... Un point très important. Dans les entreprises françaises en général. Et pourquoi est-ce que la France, par rapport à d'autres États, est plutôt en retard? Parce que les entreprises ont bien conscience de ce risque. Les entreprises, les administrations publiques. Et qu'aujourd'hui, le principal réflexe vis-à-vis d'offres de cloud, c'est de ne pas y mettre ces données sensibles. Donc la plupart des entreprises, je généralise pas, mais ça c'est une observation, aujourd'hui, les entreprises sont dans une situation où elles attendent de disposer de solutions qui leur apporteront des garanties substantielles sur une sécurité avérée. Et ce frein à la cloudification, où on va parler de cette prise de conscience des risques associés, est-ce que ça touche toute taille d'entreprise de votre point de vue ou uniquement les grandes organisations? Moi, je parlerai essentiellement pour les grandes entreprises et pour les grandes administrations publiques. C'est quand même celle que je connais. Mais je crois qu'il y a, en tous les cas, la prise de conscience de ces risques me semble, et je resterai très prudent, me semble plus mûre. La sensibilité à ce sujet de la sécurité des données me semble plus mûre dans les grandes organisations que dans les plus petites. Mais on le voit bien, la plupart des startups aujourd'hui qui développent des produits le font chez AWS, directement dans les clouds publics qui offrent les plateformes les plus fonctionnellement les plus riches en matière de développement de produits. Et ce qui n'est pas sans poser problème, parce qu'on finance par ailleurs avec de l'argent public ces startups qui elles-mêmes financent les grands hyperscalers. Il y a
Voilà, ça c'est un sujet. C'est un paradoxe. Voilà, et on le fait d'ailleurs au titre de l'autonomie stratégique européenne et nationale. Bon, enfin, je referme la parenthèse, mais c'est pas neutre. Et donc aujourd'hui, les entreprises, elles attendent essentiellement qu'on puisse de disposer pour de nombreux traitements, pour de nombreuses données et traitements associés, de solutions qui soient à l'échelle. Vous êtes une très grande entreprise internationale qui est basée sur 5 continents. Toute solution ne répond pas à votre besoin. Il faut des solutions qui tiennent ce type de charge et qui apportent la richesse fonctionnelle dont elles ont besoin. Et après, il y a un autre sujet, et je pense que c'est là-dessus que tu voulais m'amener, c'est que les entreprises, les DSI, elles ont une profonde aversion à l'intégration de la complexité dans leur entreprise. C'est déjà, gérer pour une grande entreprise un système d'information, c'est déjà un sujet extrêmement complexe. Faire le choix entre une solution complètement intégrée qui peut être sur 5 continents de manière extrêmement simple, c'est pas la même chose que d'aller faire soi-même l'intégration à partir de briques de solutions, aussi performantes soient-elles, mais dont on va intégrer toute la complexité en termes contractuels, en termes de support, en termes d'administration, en termes d'évolution. C'est quelque chose que ne veulent pas faire les entreprises, les directions du système d'information. Qui est tout à fait compréhensible. C'est pas leur métier. Et c'est un sujet dont on discute régulièrement avec notamment les écosystèmes technologiques, nationaux et européens, en leur disant « Votre responsabilité aujourd'hui, c'est à vous de vous prendre en main pour mutualiser, packager vos offres, mutualiser, je le répète, toute la partie contractuelle et commerciale, toute la partie support, toute la partie interface d'administration, de gestion, interface utilisateur. C'est extrêmement important, l'UX. Quand vous avez des solutions qui sont segmentées et l'utilisateur, c'est très déceptif. Les utilisateurs, ils attendent qu'on leur offre un truc extrêmement simple, clé en main, dans lequel ils vont retrouver... Et c'est ce que savent si bien faire ces hyperscalers américains, à notre propre détriment. Voilà, mais c'est le premier principe. Est-ce qu'on regarde des enjeux et des risques associés qui sont pointés très clairement dans ce rapport? Est-ce qu'on n'est pas à l'aube d'un nouveau pacte entre les donneurs d'ordre public et la tech, en disant, est-ce qu'on n'a pas un modèle inventé de commande conditionnée, par exemple, en disant, voilà ce dont on a besoin. Il va de soi que si vous êtes à un tarif compétitif et que vous offrez une couverture fonctionnelle et une intégration complète, on pourra travailler avec vous. Quand je parle de commande conditionnée, ça signifie que il ne vous échappe pas que la tech américaine est sous-financée, globalement sous-financée par rapport à la tech américaine, et suivre des perspectives de revenus ou des perspectives de commandes qui ne sont pas certaines, c'est très compliqué de les financer. Est-ce qu'il n'y a pas un nouveau pacte à passer entre le secteur public et le secteur privé en disant, voilà, on passe sur un engagement de commande conditionnée, ceci dit, en concurrence ouverte, mais commande conditionnée? Je crois qu'il y a une chose qu'il ne faut pas oublier. L'essentiel de la tech américaine, elle s'est d'abord nourrie de politiques publiques. Tout à fait. De maîtrise des dépendances technologiques. Par exemple, AWS. AWS, sa croissance au niveau mondial était assez flat jusqu'en 2011-2012. 2012, contrat fédéral, 600 millions de dollars par an sur la durée. En 3-4 ans, AWS a pris 30% du marché mondial. 30% du marché mondial. Et puis avec des politiques publiques fermes. Une politique publique en matière de souveraineté technologique, elle doit activer 3 leviers. Le levier réglementaire, on commence à y venir avec le Digital Markets Act, le Data Act, et ainsi de suite. Bon, le RGPD était déjà une première... Donc du réglementaire, de la régulation par la loi. Le deuxième levier, c'est l'investissement public. Il y a des choses qui sont faites. Elles ne sont certainement pas suffisantes, on pourrait certainement aller plus loin. Et le troisième levier, il est insuffisamment mobilisé aujourd'hui, c'est celui de la commande publique. Or, dans le cloud, quand on voit la progression de ce marché du cloud, aujourd'hui, on doit être en Europe aux alentours de 60 milliards d'euros sur le marché du cloud, tout confondu. On prévoit que ce marché, en tous les cas, il y a plusieurs études qui vont dans ce sens, sera de plus de 550 milliards à l'horizon 2030. Donc, la tech, les entreprises de tech, elles se nourrissent d'abord de commandes.
Et les revenus de la commande, ils sont devant. Et ils seront bien supérieurs à tous les investissements que nous allons réaliser, que nos États seront capables de réaliser. Sans compter l'effet de levier qu'apporte une commande sur une levée de fonds. Absolument. Et donc, nous, ce que l'on préconise, en tous les cas, c'est, regardez, si on mutualisait au niveau des 27 États membres l'ensemble des achats des administrations publiques en matière de cloud. Ce sont des milliards qui peuvent être mutualisés, concentrés. Des milliards aujourd'hui, des dizaines de milliards demain en plus. Et nous pensons qu'il y a une urgence pour les vaccins. On est en train de le faire pour le gaz. Nous, on dit que sur le cloud, sur les achats cloud, notamment les achats publics, le cloud, il y a une urgence analogue et promouvoir l'idée de la création d'une agence du cloud en Europe, pour l'ensemble, avec obligation pour l'ensemble des administrations publiques, de quelque nature qu'elles soient, d'État, collectivités territoriales, les hôpitaux, enfin tout le monde de la santé, vous êtes obligé de passer par cette agence pour acheter des prestations cloud. Après, à cette agence d'avoir une gestion intelligente de ses ressources, entre du cloud public américain, du cloud public, pourquoi pas chinois, et du cloud public européen. Et là, ça revient à cette idée d'un règlement pour l'achat de tech européenne que certains appellent de leur vœu. Pourquoi pas? Mais en tous les cas, vous voyez, une agence de cette nature permettrait de concentrer les effets. Et si ça fonctionne, pourquoi pas ouvrir les possibilités d'une telle agence au secteur parapublic, puis ensuite, pourquoi pas privé, pour des PME, voilà. Et là, on aurait un effet levier qui serait... Alors, c'est pas dans les traditions de l'Union européenne, mais on sait le faire pour d'autres sujets. On sait le faire dans le secteur de la défense. Je le répète, on l'a fait pour les vaccins. On va sans doute le faire, ou on est en train de le faire pour le gaz. On le fait pour l'espace. On le fait pour l'espace, oui, bien sûr. Il faut définir que le cloud devient un pilier stratégique. Alors nous, on a cette conviction, c'est que la cloud n'est plus un domaine du numérique parmi d'autres, mais c'est celui qui commande tous les autres. Toutes les innovations, tous les développements qui sont faits dans le monde numérique aujourd'hui se font dans les environnements qui sont produits par le cloud, que ce soit la 5G, demain la 6G, l'intelligence artificielle, tout ce qui tourne autour de la data et de la valorisation de la data, son échange, son partage, notamment à travers des dispositions comme Gaia-X, mais également même l'informatique quantique sera accessible d'abord et à travers des infrastructures cloud. Encore faut-il qu'on ne fournisse pas que le terrain, le ciment et les briques de ce cloud. Absolument, absolument. Tu as beaucoup parlé d'Europe là à l'instant. Au fond, ça ouvre à ma dernière question. Lors de votre convention annuelle, il y avait d'autres associations que le SIGREF, allemandes, belges, néerlandaises. Quel est le but de cette constellation qui a l'air de se former? Ce partenariat renforcé avec nos amis allemands de Voice, de CIO Platform Nederland aux Pays-Bas et de Beltug en Belgique, c'est une volonté de travailler ensemble avec des associations qui sont peu ou prou à peu près les mêmes que le SIGREF. On partage les mêmes objectifs, les mêmes ambitions. Ce qui est dommage, c'est qu'on ne retrouve pas des associations de même nature dans d'autres grands pays, notamment en Italie. On aimerait bien travailler avec les Italiens, avec les Espagnols, avec les Polonais, mais on n'a pas trouvé encore de structure de coopération qui soit à peu près de même nature. Mais en tous les cas, avec nos partenaires allemands, néerlandais et belges, notre ambition, d'abord on a fait le constat que nos sujets, on les partage complètement. Il n'y a pas une feuille de papier à cigarette entre ce que peut penser... Alors parfois on a des options stratégiques différentes, mais en tous les cas sur les diagnostics et sur les besoins de nos adhérents respectifs, il n'y a pas une feuille de papier à cigarette. Une grande entreprise allemande ou néerlandaise ou belge a exactement les mêmes préoccupations, les mêmes besoins et la même façon de voir les choses qu'une grande entreprise française. Donc il n'y a pas une feuille de papier à cigarette à mettre entre nous. Et deuxièmement, on a bien compris que pour peser, pour être efficace, tant auprès de nos gouvernements, de nos pouvoirs publics nationaux, mais essentiellement auprès des institutions européennes, que ce soit la Commission, le Parlement, le Conseil, il y avait bien entendu
un enjeu majeur à travailler ensemble et à porter ensemble des convictions, des besoins et des injonctions. Et on le fait régulièrement aujourd'hui à travers des prises de position, alors qui peuvent être publiques, dans certains cas, parce que ça a un intérêt, mais qui sont le plus souvent non publiques, auprès notamment de la Commission et du Conseil et de nos gouvernements nationaux. Et très réconfortant de constater ça. Ah ben oui. Voilà une perspective sur laquelle on va rester, mais qui est assez enthousiasmante pour l'avenir. Merci beaucoup Henri Dagrin. Eh ben merci beaucoup pour cet entretien tout à fait intéressant, tout à fait riche.